Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, dans la troisième partie du cours de paludisme. Aujourd'hui, on va aborder le diagnostic, le traitement et la prophylaxie et bien sûr la conduite à tenir, la chimioprophylaxie devant un voyage dans un pays endémique palustre. Vous allez trouver tous les supports dans la description comme d'habitude à télécharger. Je vous invite toujours à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Premièrement, on commence avec le diagnostic et notez bien, toute fièvre, ça c'est à retenir. C'est pour vous, toute fièvre au retour d'un pays palustre, d'un paludisme, c'est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Donc, toute fièvre au retour d'un pays endémique, c'est un paludisme jusqu'aux preuves du contraire. Ça, c'est à retenir, ça, c'est votre réflexion, votre réflexe devant une fièvre après un séjour dans un pays endémique. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le diagnostic, il se fait à l'aide des éléments épidémiologiques, des éléments cliniques qu'on avait parlé précédemment. C'est la fièvre tierce en cas de Plasmodium falciparum, fièvre quaternaire. Les triades qu'on a vues précédemment, je vous invite à consulter la partie clinique et des éléments biologiques, c'est l'hémogramme et les examens parasitologiques qu'on va aborder maintenant. Donc, premièrement, les éléments épidémiologiques, c'est là, bien sûr, la notion de séjour en zone endémique palustre. Donc, votre rôle comme clinicien, toujours, c'est d'avoir un interrogatoire minutieux, d'avoir une enquête policière. Donc, le séjour dans une pays, dans un pays endémique palustre. Donc, ça, c'est le premier critère pour poser le diagnostic du paludisme ou bien c'est parmi les critères de suspicion. Deuxièmement, les éléments cliniques. On avait vu précédemment, c'était les triades, les fièvres, sueurs, les frissons. Troisièmement, les éléments biologiques. Donc, l'hémogramme, on avait dit que le paludisme, il est responsable d'une anémie hémolytique, d'une hémolyse sévère. Donc, on va trouver une leuconeutropénie avec une anémie hémolytique. C'est le cas de Plasmodium vivax, le Plasmodium ovale et le Plasmodium malaria. Et devant le Plasmodium falciparum qui est le plus grave, donc on va noter une anémie, ça je vous invite à le noter, une anémie hémolytique plus une hyperleucocytose polynucléaire neutrophile en cas, je répète, de Plasmodium falciparum et la notion de thrombopénie, tout ça ce sont des éléments biologiques en faveur d'une infection ou bien d'un paludisme. Premièrement, les critères épidémiologiques, les éléments cliniques, on avait vu précédemment, l'hémogramme, c'est l'anémie hémolytique qui est présente avec ou sans leuconeutropénie devant les plasmodium vivax, ovale, malaria, hyperleucocytose en cas de plasmodium falciparum. Et les critères parasitologiques. Donc, c'est la nécessité du prélèvement avant tout traitement et notez bien, ça c'est à retenir. Ce sont des questions fréquemment répondues aux examens. Les examens parasitologiques pour poser le diagnostic de paludisme sont la goutte épaisse et le frottis sanguin périphérique. Donc, je répète, les deux examens qui nous permettent de poser le diagnostic du paludisme. Donc, c'est la goutte épaisse et le frottis de sang périphérique. Donc là, c'est un frottis de sang périphérique, c'est de la biologie. Et là, vous voyez, ça, c'est la goutte épaisse. Donc, pour le diagnostic, je répète, après que les critères épidémiologiques et signes cliniques ont été mis en évidence, on passe à la goutte épaisse. C'est le premier examen biologique avec du frottis sanguin. Donc, on commence premièrement avec la goutte épaisse. Donc, comme leur nom indique, on va poser une goutte épaisse sur une lame et on va l'observer à l'aide du microscope. C'est un examen qui est sensible, mais c'est difficile à faire à la lecture. Il est examinateur dépendant. Donc cet examen, on va voir la structure, bien la forme du paludisme au niveau des globules rouges. Donc c'est un examen, je répète, de diagnostic positif, diagnostic direct, mais il a un délai important et c'est difficile à la lecture.
Donc, il est opérateur dépendant. Premier examen, c'est la goutte épaisse. Et vous le voyez là sur une lampe. Donc, c'est la goutte épaisse. Elle nous permet d'observer directement le parasite, le paludisme à l'intérieur des hématies. Comme vous voyez à droite, mais il reste difficile à réaliser. Le deuxième, c'est le frottis de sang périphérique. Donc, et vous voyez là, on note l'existence du paludisme ou bien du parasite à l'intérieur des hématies. Donc là, vous voyez le schizonte qu'on avait parlé précédemment. Vous voyez là la multiplication accrue des sporozoïdes à l'intérieur des hématies. Je vous invite à consulter la première partie où on avait parlé du cycle. C'est pour cela qu'on a insisté sur le cycle. Donc là, vous voyez le schizonte, bien le Scheisen. Ça, l'hématie, elle va s'éclater là et elle va libérer les mérozoïdes. Donc, à retenir, les deux examens paracliniques à faire, les examens pour le diagnostic, c'est la goutte épaisse et du frottis sanguin périphérique. Ce sont des deux examens directs. Donc là, c'est pas indirect, c'est direct. On va mettre en évidence le parasite ou l'un de ses constituants. C'est un examen, je répète, de diagnostic direct. La goutte épaisse et du frottis sanguin, on va noter le paludisme à l'intérieur des hématies. Donc, si on récapitule le diagnostic, d'abord, après tout, avant tout, c'est interrogatoire, les éléments épidémiologiques. Il faut maîtriser la clinique devant un accès palustre ou un accès pernicieux. On avait vu ça dans la deuxième partie, l'hémogramme. Donc, ce sont des éléments de forte suspicion. Et les deux examens, je répète, essentiels, c'est la goutte épaisse et le frottis de sang périphérique. Il existe des tests rapides, ça c'est à noter pour faire le dépistage. Donc c'est très utile en cas de dépistage. Mais les deux examens primordiaux, je répète, c'est la goutte épaisse et le frottis de sang périphérique. Ce sont les plus fiables, ce sont les plus sensibles et les plus spécifiques au paludisme. Donc j'espère que c'est clair pour le diagnostic. C'est très facile pour poser le diagnostic du paludisme. Si vous maîtrisez la clinique, si vous faisiez votre interrogatoire de façon minutieuse, donc vous allez poser votre diagnostic de paludisme facilement. Et je répète, toute fièvre après un séjour dans un pays endémique, c'est un paludisme jusqu'aux preuves du contraire. Maintenant, avant de conclure, on va passer au traitement. Donc, plusieurs médicaments peuvent être utilisés. Ils sont appelés les antipaludiens. Donc, paludisme, antipaludien. Donc, leur action essentielle est d'interférer avec la synthèse de l'ADN parasitaire ou au niveau des hématies. Donc, je répète, les antipaludiens, leur action essentielle est arrêter ou bien bloquer la synthèse de l'ADN parasitaire à l'intérieur des hématies et bien sûr d'agir au niveau des membranes cellulaires. Donc, les antipaludiens, action essentielle, la synthèse d'ADN, bloquer la synthèse d'ADN parasitaire au niveau des hématies. Donc, ce sont des médicaments à une très bonne diffusion intracellulaire. Donc, on note premièrement la quinine, la fameuse quinine, la première molécule qui a été utilisée. Mais malheureusement, elle a des effets secondaires qui sont les nausées, les vomissements, les vertiges, les hypotensions et les hypoglycémies. Et elle a de plusieurs contre-indications. Première molécule, c'est la quinine. Une nouvelle molécule, les antimalariques de synthèse, et on note là plusieurs molécules. On note l'artéméter, on note l'artésunate, on note la primaquine, la chloroquine, la méfloquine, le fansidar et la doxycycline qui appartient à la famille des macrolides. On va voir l'association de ces médicaments dans la chimioprophylaxie. Donc, notez bien premièrement, l'artésunate, il est utilisé en perfusion à dose de 60 mg. La primaquine, c'est un comprimé en monodose. Donc, c'est facile en observance. La chloroquine,
Donc, il n'y a pas de contre-indication dans la chloroquine, mais notez bien, il existe des effets secondaires, des troubles digestifs, un prurite et des troubles cardiaques. La mifloquine, elle est contre-indiquée en cas de grossesse et d'allaitement. Donc, ce sont des molécules ou bien les antipaludiens. Je répète, ce sont des molécules puissantes avec une très bonne diffusion intracellulaire. Donc, la contre-indication en cas de grossesse, allaitement et les enfants où le poids est inférieur à 15 kg. Le Fansidar, les mêmes presque contre-indications, la grossesse et l'allaitement. La doxycycline, on avait vu ça en infectiologie, on avait vu la doxycycline comme un traitement, bien, comme un macrolide qui est fréquemment répandu ou utilisé comme traitement. Donc, on avait vu en de multiples agents pathogènes qu'on avait vu au cours du module d'infectiologie. Je vous invite à consulter toujours les cours en enchaînement. Donc, faites attention dans la prescription des antipaludiens. Ce sont des molécules, je répète, qui sont très puissantes. Donc, la conduite du traitement maintenant. Devant une forme simple, c'est de l'artéméter, 4 comprimés. Ça, c'est du protocole. C'est H0, H8, H36, HCleur, H48 et 60. Donc, plus une dose de Primaquine lors du premier jour. Donc, ça, c'est devant des formes simples. Devant des formes sévères, on a le recours à l'artésunate. Donc, ce sont des ampoules. Une ampoule de 1 millilitre de solvant dans une solution de bicarbonate de sodium à 5%. Donc, ce sont des injections. Ou bien de la quinine en perfusion avec une dose de charge de 15 mg par kilogramme. Oui, 8 mg par kilogramme tous les 8 heures à passer en 4 heures dès que la voie orale est possible. Donc, premièrement, devant une forme simple, notez bien, c'est de l'artéméter, 4 comprimés, ça c'est du protocole, H0, H8, H36, 48 et 60. Donc, il est à respecter. Devant des formes sévères, on va passer à l'artésunate, je répète, en injection. Donc, une ampoule pour une solution de bicarbonate de sodium à 5%, ou bien la quinine en perfusion. Et dès que la voie orale est possible, on va passer à la quinine perros avec une durée totale de traitement qui est de 7 jours. Pour le traitement symptomatique, donc on avait dit qu'il existe une fièvre, donc des antipyrétiques, des anticonvulsivants devant les formes sévères, je répète, les troubles neurologiques, la transfusion, notez bien, il existe la hémolyse sévère, faites attention à l'anémie, donc le rééquilibre électrolytique, hydroélectrolytique, un sérum glucosé, plus le traitement de l'insuffisance rénale. On avait dit qu'il existe dans certains des cas une défaillance rénale. Je vous invite à consulter la partie précédente. On avait parlé des formes sévères. Donc, c'est pas seulement le traitement antipaludien. On associe aussi le rééquilibre hydroélectrolytique. Et même parfois, on a le recours à la ventilation assistée, même en position demi-assise. Donc, parfois, dans des formes simples, je répète, c'est le simple artéméter selon le protocole de 4 comprimés, mais parfois devant les formes sévères, on a l'association des molécules et même le traitement de rééquilibration hydroélectrolytique, on peut dire des mesures de réanimation, donc des antipyrétiques, des anticonvulsivants, lutter contre l'insuffisance rénale de façon qui va s'installer de façon aiguë, un sérum glucosé, la transfusion contre l'anémie. Donc l'anémie peut être une cause de décès et même parfois la ventilation assistée en position demi-assise. Donc la prise en charge se varie, elle peut être simple comme elle peut être lourde et complexe avec des mesures de réanimation. Donc j'espère que c'est clair pour le traitement. Là, la surveillance, donc vous devez noter premièrement la tolérance aux médicaments. Je répète, les antipaludiens sont des médicaments puissants, sont lourds. Donc la tolérance, vous devez surveiller la tolérance chez le patient. Donc selon le plan
clinique, biologique et même un ECG pour surveillance cardiaque. Donc faites attention, on avait dit que parmi les effets secondaires des antipaludiens, on a des troubles cardiaques, des troubles électrolytiques. Donc faites attention, la surveillance, elle est toujours à faire après, ou bien devant, ou bien pendant un traitement antipaludien. Et selon l'efficacité, donc c'est la rémission, donc les signes cliniques, donc c'est la résolution de la fièvre, la disparition de la splénomégalie, la réversibilité des signes, donc tout ça, ce sont des témoignants d'une efficacité médicamenteuse, un frottis sanguin et une goutte épaisse. Notez bien, il peut s'agir là d'une question d'examen, ils sont à réaliser selon le protocole J3, J7 et J28. Donc je répète, pour la surveillance, un traitement antipaludien, vous faisiez la surveillance de la tolérance antipaludien, ce sont des médicaments puissants. L'efficacité, selon les signes cliniques, un frottis sanguin et de la goutte épaisse qu'on a vu dans le diagnostic, ils sont à réaliser à J3, J7 et J28. Ça, c'est à retenir. Ça, c'est la prise en charge. Et là, le dernier titre avant de conclure, c'est de la prophylaxie. Notez bien, le paludisme, c'est une pathologie à déclaration obligatoire. N'oublie jamais une déclaration obligatoire. Donc, on avait vu pendant le module d'infectiologie, la déclaration obligatoire, c'est parmi les premières mesures devant certaines affections qui sont à retenir. Et le paludisme est l'un de ces pathologies et l'un de ces parasitos. Donc, le paludisme, je répète, il est à déclaration obligatoire. Ça, c'est votre première réflexion. Deuxièmement, comme prophylaxie, lutter contre la piqûre de l'insecte. Donc, la prophylaxie, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, la prévention, premièrement, c'est de la lutte contre la piqûre des insectes. Et on avait dit que l'anophèle, c'est bien la moustique. La piqûre, elle se fait la nuit. Donc, c'est là où vous faisiez votre prophylaxie par un moustiquaire. Donc là, vous voyez un moustiquaire qui est posé la nuit pour prévenir, lutter contre les piqûres des insectes. Utilisation des insecticides pendant le sommeil, un fin grillage aux ouvertures, les insecticides domestiques. Et vous pouvez utiliser les lotions, les crèmes et les aérosols. Donc tout ça, ce sont des mesures de prophylaxie, je répète, contre la piqûre des insectes. Donc, première mesure de prophylaxie, c'est de la lutte contre la piqûre d'insectes. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'assainissement du milieu, ça c'est du marécage. Donc pour lutter contre la multiplication de ces moustiques. La lutte biologique, c'est les poissons herbivores. C'est le cas de Bacilla reticulata, la guppy, et Gambusia affinis. Donc ce sont des poissons qui sont larvivores, donc elles nourrissent sur les larves du paludisme. Donc je répète, premièrement, lutter contre la piqûre des insectes, utiliser les moustiquaires, les insecticides, l'assainissement des milieux, donc lutter contre l'assemblement des moustiques. Et troisièmement, la lutte biologique, c'est la notion des poissons larvivores qui peuvent contribuer à la dissémination de la pathologie de parasitose de paludisme. Dernièrement, dernière plaque qui est à retenir, je répète, donc c'est la chimioprophylaxie dans un séjour, avant d'un séjour dans un pays endémique palustre. Donc ça, c'est à retenir par cœur. Donc, la prévention ou bien la mesure individuelle, la chimioprophylaxie. Et si vous vous souvenez de la première partie, on avait dit qu'il existe 3 groupes de résistance à la chloroquine. Je répète, on avait vu ça dans la première partie. On a les groupes, les pays qui appartiennent au groupe 1, groupe 2 et groupe 3 où on avait dit que la résistance, elle est très
très haute. Donc, premièrement, ça c'est à retenir. Un pays du groupe 1 où la résistance elle est faible, donc c'est la chloroquine à dose de 100 milligrammes, donc une prise par jour pendant tout le séjour dans le pays endémique, je répète, et 4 semaines après le retour. Pourquoi? Parfois la symptomatologie elle est tardive, donc on va, on doit utiliser la chimioprophylaxie combien 4 semaines après le retour. Donc je répète, les pays du premier groupe avec une résistance faible à la chloroquine, on utilise la chloroquine à 100 milligrammes avec, je répète, une prise tous les jours dans le séjour dans le pays endémique à plus la chimioprophylaxie 4 semaines après le retour. Donc ça, c'est le premier groupe. Pour les pays du deuxième groupe où la résistance elle est un peu élevée, donc là, on va faire l'association, la bithérapie. Donc la chloroquine 100 milligrammes associée au proganil 200 milligrammes. Donc une prise par jour tous les jours du séjour au niveau du pays endémique avec 4 semaines après le retour, toujours en prophylaxie. Donc c'est la première association. Donc pays du groupe 1, la chloroquine elle est suffisante. Puis du groupe 2, on avait dit qu'il existe une résistance à la chloroquine qui est notamment fréquente et existante. Donc ça, c'est l'association de la bithérapie, la chloroquine associée au proganil, donc une prise par jour avec, je répète toujours, 4 semaines après le retour. Ou bien la deuxième association, c'est l'atovacone plus le proganil, une prise par jour, mais là, l'autovacone, il est plus puissant que le chloroquine. Là, on va l'utiliser juste une semaine après le retour du pays endémique. Donc ça, c'est pour les pays du groupe 2. Je répète, la classe Diapola, elle est à retenir par cœur. C'est primordial pour vous. Elle peut être une question répondue dans vos cas cliniques. Donc le protocole de la chimioprophylaxie, il est à retenir par cœur. Troisièmement, les pays du groupe 3. On avait dit qu'il existe une résistance totale à la chloroquine. Donc ça sert à rien de prescrire de la chloroquine. On va associer ou bien on va prescrire l'association l'autovacone plus proganil. On peut associer de la mefloquine, une prise par semaine à débuter là 10 jours avant. Donc concernant l'autovacone et le proganil, il est à débuter dès le premier jour du 6 jours, je répète, avec une semaine après le retour. Dans le cas de mefloquine, donc c'est une prise par semaine, mais elle est à débuter 10 jours avant le séjour et 3 semaines après le séjour. Donc vous voyez que le protocole se diffère dans les groupes. Les pays du groupe 1, c'est 4 semaines après le séjour. Les pays du groupe 2, c'est selon l'association, soit 4 semaines après, soit une semaine après, c'est le cas de l'autovacone associé à la proganil. Dans les pays du groupe 3, donc si vous prescrivez des mefloquine, donc faites attention, il est à débuter 10 jours avant le séjour et 3 semaines après le séjour. Donc le protocole se diffère, la prescription diffère d'une zone vers l'autre. Donc c'est pour cela qu'on a insisté la notion de la chloroquino-résistance qui est en train d'augmenter et ça va poser un problème de santé, un problème de lutte contre le paludisme. Si c'est le cas de la doxycycline, donc les macrolides, donc c'est une prise par jour, tous les jours du séjour avec 4 semaines après le retour. Donc si on récapitule le traitement de la chimioprophylaxie, puis du groupe 1, la chloroquine, puis du groupe 2, l'association, là on note la résistance à la chloroquine, donc chloroquine plus proganil, ou bien autovacone plus proganil. Pour les pays du groupe 3, on peut associer l'autovacone au proganil, mais les molécules les plus fréquemment utilisées, c'est la mefloquine, je répète, à débuter 10 jours avant le séjour et 3 semaines après, ou bien la doxycycline, une prise par jour tous les jours du séjour, plus 4 semaines après. Donc, je répète, la chimioprophylaxie, elle est à retenir par cœur selon le groupe du pays. Donc,
Ça, c'est tout pour le paludisme. J'espère que les trois vidéos sont bénéfiques. Je vous rencontrerai très prochainement, mes chers amis, dans la suite des cours. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite le bon courage dans vos études, dans vos préparations. Merci pour votre attention une deuxième fois et à la prochaine, chers collègues.